Bonjour chers collègues, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à ce webinaire de formation portant sur la gestion de la mixité sociale et scolaire en classe et qui vous sera présenté par mes collègues et moi-même. La gestion de la mixité sociale et scolaire est un enjeu central qui ne cesse de croître dans les écoles québécoises. Cette diversité, qu'elle soit sociale, culturelle ou scolaire, enrichit les apprentissages. Cependant, elle crée également des défis importants pour l'ensemble des intervenants du milieu scolaire et particulièrement pour les enseignants. Il est important de noter ici que ces défis sont particulièrement accentués dans le cas des élèves en difficulté de comportement, car ces derniers ont des besoins particuliers qu'il faut combler. Ce webinaire s'adresse donc directement à vous, enseignants du primaire et du secondaire, qui vivez la mixité au quotidien dans vos classes. L'objectif étant donc de mieux comprendre les enjeux de la gestion de la mixité sociale et scolaire en classe, d'analyser les idées des différents auteurs sur la question et de vous proposer ainsi des pistes concrètes pour soutenir votre pratique professionnelle. Le webinaire s'articulera donc autour des 5 points suivants et se terminera par une conclusion. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Liliane pour présenter l'état des connaissances. Bonjour, professeur Sharon. Bonjour, chers collègues. Je vais présenter l'état actuel des connaissances sur la mixité sociale et scolaire en classe. Je commencerai par quelques définitions. C'est quoi la mixité sociale? C'est quoi la mixité scolaire? Et est-ce qu'il existerait un lien entre les deux mixités? La mixité sociale, c'est le fait d'avoir dans une même salle de classe des élèves provenant des environnements différents, que ce soit sur le plan économique, culturel et même familial. Quant à la mixité scolaire, c'est le fait d'avoir dans une même salle de classe des élèves qui présentent des profils scolaires variés, que ce soit sur le plan des prérequis, de la motivation et même du rythme d'apprentissage. Nous pouvons observer que la mixité sociale est liée à l'environnement de l'élève, tandis que la mixité scolaire est directement liée à l'élève, ce qui montre qu'il existerait un lien entre les deux mixités. La mixité sociale influencerait alors la mixité scolaire. Ce qui s'explique par le fait que dans une salle de classe, la diversité des mixités sociales sera à l'origine de la diversité des profils scolaires des élèves. Nous allons maintenant passer aux facteurs qui favorisent la mixité dans une salle de classe. Nous avons plusieurs facteurs, à savoir l'hétérogénéité. Nous avons plusieurs facteurs, à savoir l'hétérogénéité socio-culturelle, qui est le fait que la provenance culturelle a une grande influence sur la réussite scolaire des élèves. Nous avons l'hétérogénéité au niveau socio-économique, parce que l'appartenance économique des parents a une grande influence sur la motivation scolaire des élèves. Les prérequis, nous savons que dans les salles de classe, les élèves n'ont pas les mêmes prérequis. Il y a les élèves qui arrivent avec de forts bagages académiques et d'autres qui arrivent avec des bagages académiques assez faibles. Nous avons la motivation. La motivation dans une salle de classe est variable d'un élève à un autre. Il y a les élèves qui sont grandement motivés, ceux en rapport avec l'importance qu'ils accordent à la matière. Nous avons aussi l'hétérogénéité au niveau des rythmes d'apprentissage. Il y a les élèves qui captent rapidement, qui mémorisent rapidement. Nous avons aussi la variation au niveau du comportement et du niveau d'apprentissage des élèves. Ceci va se rapporter aux élèves qui présentent des difficultés de comportement et des difficultés d'apprentissage. Maintenant, nous allons évoluer sur les effets que peuvent avoir la diversité croissante des profils scolaires sur les pratiques pédagogiques. Pour répondre à cette question, le Vasseur en 2018 a souligné que la gestion de la diversité des élèves dans les écoles québécoises repose sur des mesures d'intégration animées par des intentions inclusives. Même si les enseignants se retrouvent souvent seuls à porter cette lourde responsabilité. À côté, Paris en 2021 propose des pistes concrètes pour organiser l'enseignement dans les classes inclusives, en insistant sur l'importance de la souplesse organisationnelle et de la co-intervention et de la co-intervention et de la valorisation des compétences des élèves. Face à cette piste de solution, des difficultés ont été recensées.
Nous avons Palacio et Amiro en 2024 qui ont montré que les élèves nouvellement arrivés en classe d'accueil vivent des intégrations linguistiques et sociales marquées par des sentiments d'isolement. À côté, Magnan et collaborateurs en 2021 ont insisté sur la nécessité de comprendre le processus d'exclusion à l'œuvre dans les écoles à contexte de diversité ethno-culturelle. Giroir Gagné en 2015 a aussi mis en évidence que la différence pédagogique, bien qu'essentielle pour répondre à l'hétérogénéité des élèves, reste une compétence difficile à maîtriser par les enseignants, puisqu'elle exige une gestion de salle de classe fine, une planification rigoureuse et une posture réflexive constante. Nous allons évoluer vers la prise en charge des élèves présentant des difficultés de comportement face à un contexte de mixité. Il a noté que les élèves qui présentent des difficultés de comportement sont d'abord des élèves vulnérables dans les salles de classe. Donc, en contexte de mixité, il faudrait participer fortement à l'inclusion de ces élèves atypiques dans les enseignements en classe. Il faudrait les prendre en considération dans le processus même d'évolution vers la gestion conforme d'une mixité sociale et scolaire. Je vais de suite passer la parole à ma collègue Hélène qui va nous présenter les consensus et les divergences face au contexte de mixité scolaire et sociale. Merci. Merci Liliane pour la belle présentation. Madame Sharon, chers collègues, on ne saurait défendre ce thème sans parler des consensus et des divergences de la littérature portée sur le thème mixité scolaire et sociale. Notons qu'aujourd'hui, dans nos écoles, la diversité n'est plus une exception, c'est devenu la norme. Je vais donc présenter les consensus puis les divergences sous des formes de tableaux comme suit. Dans le premier tableau, les chercheurs sont en accord avec des éléments de consensus. Selon Giroir Gagné, la mixité scolaire est une réalité incontournable. Pour eux, les classes regroupent des élèves très différents. Par exemple, en mathématiques, certains comprennent rapidement alors que d'autres ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement. Ensuite, des chercheurs comme Levasseur, Magnan et autres pensent que la mixité scolaire ne crée pas automatiquement l'équité. Ils affirment que la simple présence d'élèves provenant des milieux différents ne réduit pas les inégalités. Troisièmement, pour Giroir, Gagné et Massé, les enseignants doivent être formés et soutenus. La gestion de l'hétérogénéité demande des compétences spécifiques. Par exemple, un même exercice peut être proposé en 3 niveaux de difficulté. Quatrièmement, Massé, Magnan pense que les élèves des milieux défavorisés sont plus vulnérables. Ils ont besoin d'un encadrement solide. Par exemple, un élève qui n'a pas d'ordinateur à la maison doit pouvoir en utiliser un à l'école. Enfin, les auteurs comme Magnan et Palacio et Amirol montrent que des mécanismes d'exclusion persistent, même dans des contextes inclusifs. Par exemple, mettre tous les élèves faibles ensemble peut les stigmatiser et réduire leurs chances de réussite. Dans le tableau 2, les chercheurs ne s'entendent pas sur certains points. Certains chercheurs ont la vision différente de l'inclusion. Pour Paré, l'inclusion en classe ordinaire est un principe essentiel. Pour Levasseur, elle n'est possible que si les ressources nécessaires suffisantes sont disponibles. Par exemple, un professeur motivé mais non formé peut rapidement s'épuiser. De même, pour les effets de la mixité pour les élèves défavorisés, Massé pense que la mixité peut être bénéfique si les conditions sont réunies. Pour Magnan, elle peut entraîner de l'exclusion implicite. Par exemple, un élève en difficulté de comportement peut bénéficier de modèles positifs ou se sentir rejeté si ses besoins ne sont pas reconnus. Une chose est certaine, la mixité est là, mais les effets dépendent entièrement de ce que l'école en fait. Sur ce, je vais passer la parole à Ghislaine. Bonjour, chers collègues.
Je vais présenter les liens entre les pensées des auteurs et la théorie de l'autodétermination. Comme nous l'avons vu dans le cours élèves en difficulté de comportement, lorsqu'on parle de théorie de l'autodétermination, on fait référence à la satisfaction de trois besoins: l'autonomie, la compétence et l'appartenance sociale. S'agissant de l'autonomie, dans un contexte de mixité, les élèves, notamment ceux en difficulté de comportement ou issus des milieux défavorisés, peuvent se sentir contraints ou marginalisés. Pour favoriser leur motivation autonome, il est essentiel de leur offrir des choix pédagogiques, de reconnaître leurs intentions et de valoriser leur agentivité. Les auteurs tels que Paré et Giroir-Gagné proposent une pédagogie différenciée qui permet aux élèves de s'engager activement dans leur apprentissage, ce qui répond directement à leurs besoins d'autonomie. En ce qui concerne le besoin de compétences, la mixité scolaire implique une grande hétérogénéité des niveaux. Pour que chaque élève se sente compétent, les enseignants doivent adapter leur pratique afin de proposer des défis réalistes, des rétroactions constructives, des occasions de réussite et valoriser les progrès individuels. Les auteurs tels que Giroir-Gagné soulignent que la différenciation pédagogique est un levier essentiel pour soutenir le sentiment de compétence, en particulier chez les élèves PDC qui vivent souvent des échecs répétés. Enfin, s'agissant de l'appartenance sociale, la mixité sociale peut enrichir les relations interpersonnelles, mais elle peut aussi accentuer les sentiments d'exclusion si elle n'est pas accompagnée d'un climat de classe sécurisant. Les auteurs tels que Massé et Magnan insistent sur l'importance de reconnaître les élèves dans leur singularité, de favoriser les interactions positives et de prévenir la stigmatisation. Cela permet de répondre aux besoins d'appartenance fondamentaux pour l'engagement scolaire. Bien que nous ayons relevé des éléments dans les solutions proposées par les différents auteurs qui soutiennent et renforcent les besoins des élèves, nous avons également pu noter quelques problèmes qui pourraient rendre difficile leur application. C'est la raison pour laquelle je vais passer donc la parole à Gladys pour nous présenter nos regards critiques par rapport à ces différentes solutions. Merci, Justine, de m'avoir passé la parole. Bonjour, chers collègues. À la lumière de ce qui a été dit dans la littérature, nous avons réalisé plusieurs éléments méritent d'être examinés avec notre regard critique. Tout d'abord, les auteurs sont d'accord et s'entendent sur le fait que la mixité sociale est présentée comme une condition essentielle à la justice éducative. Cependant, notre regard critique concerne l'écart entre les principes et la réalité. Les textes valorisent les milieux scolaires hétérogènes, mais les politiques, quant à elles, contribuent encore à renforcer la ségrégation. Nous avons des programmes particuliers, les écoles privées, les filières enrichies. Tout ceci concourt pour ne pas aller en accord avec le phénomène d'inclusion que décrivent les auteurs. Autrement dit, même si le discours officiel prône la mixité en termes d'inclusion, les structures éducatives produisent parfois les effets inverses. En deuxième plan, les auteurs montrent que la mixité scolaire peut favoriser les jeunes issus des milieux défavorisés tout en ayant un impact peu significatif sur les élèves des milieux favorisés. C'est un argument important, mais toutefois, la mixité ne garantit pas automatiquement l'inclusion, comme l'ont dit certains auteurs. Placer des élèves de milieux différents dans un même établissement ne signifie pas vivre des expériences inclusives similaires. Les dynamiques relationnelles, les stéréotypes et les stigmatisations, ou même encore les compétitions peuvent continuer d'être créées, mais en division interne. La mixité doit donc être accompagnée d'un véritable travail pédagogique, différenciation, coopération, encadrement bienveillant et développement des compétences sociales et émotionnelles. En troisième cas, le rôle de l'enseignant apparaît comme central dans la réussite de la mixité. Les documents montrent que ces attentes, ces attentes, ces pratiques et même sa gestion des classes influencent directement l'interaction entre ces élèves. Cependant, notre regard critique souligne que la littérature fait parfois
poser une responsabilité excessive sur ces enseignants-là. On attend d'eux qu'ils compensent les inégalités sociales, qu'ils préviennent les conflits et qu'ils adaptent leur pédagogie, alors qu'ils n'ont ni formation adéquate, ni soutien administratif, ni ressources nécessaires. La mixité ne peut donc pas reposer uniquement sur la bonne volonté du personnel enseignant. Elle doit être soutenue par des politiques, des ressources suffisantes et un leadership cohérent. Toutefois, nous allons mentionner que dans les mixités qui sont abordées par les auteurs, la mixité ethno-culturelle, linguistique et migratoire sont peu abordées pourtant au Québec et comme ailleurs, ces dimensions sont indissociables. Il serait donc judicieux de regarder sur cette approche-là afin d'apporter également des solutions face à cela. Au vu de toutes ces critiques que nous avons notées, nous allons apporter nos pistes de solutions qui vous seront présentées par Pierre. Nous allons donner plusieurs pistes de solutions face aux défis de cette mixité. Alors, pour des enseignants, il est important, n'est-ce pas, de faire preuve d'engagement envers nos élèves pour soutenir leurs besoins d'autonomie, d'appartenance et de compétences. Et pour cela, il faudrait important, n'est-ce pas, de créer un climat inclusif et en connaissant particulièrement les élèves, en valorisant leurs différences culturelles et en les encourageant, notamment la collaboration par des projets de groupe et des activités qui vont créer, n'est-ce pas, des liens forts tout en leur donnant des responsabilités et des choix pour qu'ils se sentent vraiment partie prenante de la communauté scolaire. Alors, pour un enseignant de sciences, par exemple, il peut donner, qui donne par exemple un travail, un projet sur les énergies renouvelables. Donc, les élèves peuvent choisir, il peut donner la possibilité aux élèves, n'est-ce pas, de choisir un thème sur les énergies renouvelables. Ça peut être l'énergie solaire, hydraulique et ce qui va nourrir, n'est-ce pas, l'autonomie. Alors, les tâches seront différenciées. Certains vont réaliser une fiche explicative, d'autres peuvent montrer une petite maquette et certains peuvent encore préparer une capsule vidéo. Donc, tout ceci, chaque élève peut ainsi travailler selon ses forces qui va renforcer son sentiment, n'est-ce pas, de compétence. Alors, enfin, la présentation finale peut se faire devant la classe, ce qui va valoriser, n'est-ce pas, chaque contribution. Les élèves qui se retrouvent en difficulté de comportement et qui sont souvent marginalisés vont voir leur travail reconnu au même titre que celui des autres, dans ce qui va renforcer leur intégration sociale. Alors, il est aussi important pour les enseignants de renforcer la gestion de classe et la prévention des conflits et l'intervention relationnelle. Là, il faut créer vraiment un climat enthousiaste et définir, n'est-ce pas, des règles de classe très claires ou claires pour que les élèves sachent quoi faire dès le début, n'est-ce pas, face à une tâche bien donnée. Il faut réfléchir aux pratiques d'orientation, aux stéréotypes et aux attentes implicites et il faut considérer la mixité comme une richesse pédagogique et citoyenne. Ceci dit, au Québec, nous rencontrons déjà cette pratique que nous encourageons d'ailleurs à travers le programme PEI où il y a des projets qui sont présentés par des élèves venant, n'est-ce pas, de différentes ethnies et différentes cultures. Alors, ceci est utilisé donc comme une richesse pédagogique permettant, n'est-ce pas, d'inclure l'inclusion de différents élèves venant de plusieurs horizons. Alors, pour les enseignants, il est important d'organiser des sessions de formation par des centres de services de façon récurrente afin de leur montrer afin de leur montrer tous les moyens, toutes les possibilités face à la gestion, n'est-ce pas, de la mixité scolaire et sociale. Donc, en gros, il est important pour l'enseignant, n'est-ce pas, d'appliquer le besoin d'appartenance, de montrer le besoin d'appartenance aux enfants et de pratiquer la pédagogie différenciée. Donc, je vais passer la parole à Bruno pour la conclusion. Merci de me passer la parole. Nous pouvons retenir que la mixité sociale et scolaire fait désormais partie intégrante de notre réalité éducative. Elle peut devenir une richesse à condition que les enseignants soient soutenus et que leurs pratiques soient adaptées. Nous avons vu que soutenir les besoins d'autonomie, de compétences et d'appartenance sociale était essentiel au développement de tous les élèves, particulièrement ceux qui présentent des difficultés de comportement. Finalement, la collaboration entre enseignants, professionnels et autres intervenants est indispensable pour assurer un encadrement cohérent et prévenir l'exclusion. Merci pour votre bien aimable attention.